décrivez dans cet ouvrage une nation multiple, divisée, et vous posez un constat, le constat d'une nation française qui se fracture. Et vous soulignez la fragmentation sociale actuelle de la France en montrant combien s'est affaibli le socle commun des références et des valeurs de notre pays, entre sécession des élites, autonomisation des catégories populaires, instauration d'une société multiculturelle. Vous décrivez un bouleversement anthropologique. Et puis, en 2020, récemment, vous avez également publié En immersion. Et là, ça sera aussi une partie, parce que nous sommes dans l'actualité. Là, vous traitez du confinement qui a été imposé par l'État pour combattre la pandémie de Covid que nous vivons actuellement. Et avec une équipe d'enquêteurs, vous avez observé 30 Français de toutes conditions, de tous âges, pour prendre la mesure de leur réaction à leurs nouvelles conditions de vie et à l'action des pouvoirs publics avec un objectif, l'objectif de comprendre si l'épidémie a exacerbé les fractures profondes de la société. Donc le lien est fait entre les deux ouvrages. Et nous avons le plaisir ce soir, pour vous interroger, d'accueillir Vincent Trémollet, que les amis du CRIF connaissent bien, puisqu'il vient souvent travailler avec nous sur ces soirées. Vincent Trémollet est rédacteur en chef des pages Débats et opinions du Figaro, et il est également sur la plateforme de débat Figaro Vox. Et donc, c'est Vincent Trémollet qui va vous interroger. Nous aurons une demi-heure à la fin, donc entre 18h30 et 19h30, Vincent Trémollet aura la lourde tâche de vous interroger. Et puis ensuite, nous donnerons la parole aux internautes qui peuvent dès à présent poser leurs questions sur Facebook ou sur le Zoom, s'ils sont branchés sur le Zoom. Et on démarre tout de suite. C'est à vous, Vincent. Merci beaucoup, cher Francis. Bonsoir à tous qui nous regardez. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir. Je voudrais ajouter au petit portrait que vous avez fait de Jérôme le fait qu'il a une caractéristique très particulière, c'est qu'il se distingue par la richesse de l'information qu'il recueille, par la clairvoyance dégagée de tout présupposé idéologique qu'il a dans la façon de travailler, par une connaissance très fine et voire impressionnante, hypermnésique de l'histoire sociologique et politique française. Je dis ça parce que nous le faisons travailler, pas depuis 2011, parce que moi je n'étais pas encore là, mais depuis 2014, et que j'ai pu voir et vérifier et éprouver à la fois le sérieux, la rigueur et la profondeur de son travail. Alors, on va diviser, si vous le voulez bien, la conversation en deux grandes parties. La première sera sur votre livre, L'Archipel français, qui est un peu le maître-livre de votre carrière déjà longue, puisque vous avez écrit une vingtaine d'ouvrages, mais qui les ramasse et qui fait une photographie de la France, et puis ensuite partir en immersion dans la France du Covid pour voir, comme l'a dit Francis, les effets de cette pandémie sur cet archipel. Mais avant ces deux parties, j'aimerais vous poser une question plus personnelle. Vous êtes quelqu'un de très discret. On vous voit beaucoup sur le plateau de télévision, vous lisez dans les journaux, mais vous ne parlez pas de vous-même. Et en préparant cette soirée, je me disais, mais comment Jérôme Fourquet est arrivé à ce qu'il est devenu? Est-ce que vous voulez qu'on vous présente comme sociologue? Est-ce que vous voulez qu'on vous présente comme politologue, comme historien des idées? Qu'est-ce qui vous a mené à faire ce que vous faites, c'est-à-dire passer votre vie dans les études d'opinion, les ouvrages et l'immersion dans votre pays? Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Alors, comment on est... Moi, j'ai toujours été intéressé, du temps de mes études, par l'histoire, la géographie. J'étudiais pas trop la sociologie au lycée. J'ai ensuite fait un institut d'études politiques et puis un DEA de géopolitique et de géographie électorale à Paris 8. Et donc, j'avais comme souhait de faire de la recherche. Et donc, il n'y avait pas de poste disponible à l'université. Donc, je suis allé taper à la porte des instituts de sondage et donc je suis rentré à l'IFOP. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de sondeur. Et donc, ça m'a intéressé, ça m'intéresse toujours, et j'ai eu à cœur d'essayer de marier différents outils, à la fois ceux que j'utilise au quotidien dans mon travail, c'est-à-dire les sondages, les enquêtes d'opinion,
et puis aussi d'autres types d'outils, comme notamment la carte. Vous avez parlé de géographie électorale tout à l'heure. Je crois beaucoup à l'approche territoriale des choses. Et donc, voilà, c'est la poursuite en fait d'une passion. Alors, j'ai la chance de faire un métier qui me permet de concilier mes activités professionnelles et ma passion profonde. Alors, parfois, mes proches me le reprochent un peu parce que c'est assez envahissant et chronophage. Mais donc, voilà. Et alors après, pour me définir, bien là, je vous laisse juger. Alors, on peut dire sondeur, politologue, c'est un mot un petit peu fourre-tout. Peut-être voilà, sociologue, même si je n'ai pas de titre universitaire ou académique en la matière. Alors, dans votre œuvre qu'a évoqué tout à l'heure Francis, vous avez abordé énormément de sujets. Ça pouvait aller des Corses aux catholiques, du Rassemblement national à la question de l'immigration. Vous avez de façon parcellaire abordé des phénomènes qui existent ou des processus qui existent dans notre pays. Puis vous avez fait ce livre en 2019, un livre fondamental, et je recommande vraiment à ceux qui nous regardent, s'ils n'ont pas encore lu, de le lire parce que ça permet de comprendre dans quel pays nous vivons. Ce livre qui s'appelle L'archipel français. Alors la première question que je voudrais poser est toute simple. Pourquoi ce mot d'archipel? Qu'est-ce qu'il recouvre? D'autres livres étaient parus pour décrire la France périphérique face à la France des villes, des questions de fragmentation, de communautarisation, mais vous avez trouvé ce mot. Un archipel, c'est un gros regroupement de petites îles, je crois. Pourquoi l'avoir choisi et qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, c'est peut-être, encore une fois, une déformation un peu liée à ma formation universitaire où j'ai pas mal étudié la géographie, donc j'avais à cœur de renvoyer ce clin d'œil. Et quand on a échangé avec mon éditeur, on s'est dit que voilà, l'image de l'archipel était quand même extrêmement parlante. Et bon, la preuve, il se trouve qu'elle s'est imposée ensuite dans le débat. Alors, quand on regarde la définition dans le dictionnaire d'un archipel, comme vous le disiez Vincent, donc c'est un groupe ou un regroupement d'îles de tailles différentes, mais qui ont des liens entre elles, les unes avec les autres. Donc, elles ne s'opposent pas forcément. Et souvent, ce n'est pas une généralité, mais elles peuvent avoir une origine géologique commune. Donc, à plusieurs titres, je trouvais que cette notion d'archipel, ou cette image plus exactement, eh bien, était assez efficace pour essayer de décrire ou de rendre compte de la réalité. Moi, j'essaye souvent d'utiliser des images, des allégories pour essayer de faire passer un certain nombre d'idées, parce que je trouve que c'est souvent plus efficace en termes pédagogiques que de grands discours. Alors, cet archipel, vous en faites le fruit d'une dislocation, c'est le mot que vous employez, de ce que vous appelez une matrice qui jusqu'ici tenait à peu près, bon an, mal an, le pays. Quelle est cette matrice et ce phénomène de dislocation? Alors, comme on le rappelle avec mon co-auteur Sylvain Manternac dans l'introduction de ce livre, l'idée n'est pas de communier dans le souvenir d'un âge d'or révolu, au cours duquel la société française aurait été pleinement homogène, totalement une et indivisible. Ça, c'était ce qui était marqué sur les préambules de nos textes officiels. Mais quand on regarde dans le détail, la France a toujours été très, très diverse. Braudel disait la France est diversité. Début du XXe siècle encore, donc on voit avec des parlers régionaux qui sont encore très, très vivaces. C'est une société qui est encore très rurale avec des habitudes en matière agricole qui sont très, très différentes. Mais partout où on allait, il y avait quand même, si l'on veut, des espèces de forces de rappel ou des éléments structurants qui donnaient une cohésion à l'ensemble. Et ces éléments structurants qui donnaient cette cohésion, on les a appelés une matrice structurante qui pourrait s'appeler la matrice catho-républicaine. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde un peu l'histoire de longue durée en France, on s'aperçoit que depuis la Révolution française, cette société a fonctionné autour de deux piliers, comme un peu les deux piliers principaux dans une voûte, qui se épaulaient l'un l'autre en s'opposant. D'un côté, ce pilier catholique, cette matrice catholique, et de l'autre, la matrice républicaine et laïque, et donc avec une extrapolation politique d'un côté la gauche et d'un côté la droite. Et donc,
on disait, effectivement, dans les terroirs de France, partout, on parle souvent parler des langues différentes, mais au bout du bout, partout, dans chaque village, il y avait deux camps. Il y avait les rouges et les blancs, ou les rouges et les bleus, ou les blancs et les bleus. Mais enfin, ça changeait un peu, mais c'était ça. Et donc, c'est cet édifice-là qui, en l'espace de quelques décennies, s'est complètement disloqué. Et donc, on le voit, nous, chiffres à l'appui. Alors, on ne va pas assommer nos amis avec des tonnes de chiffres, mais si je prends, par exemple, ne serait-ce que ce qui concerne la matrice catholique, on est passé au début des années 60, en allant chercher dans les archives de l'IFOP, du chiffre de 35% de Français qui déclarent aller à la messe tous les dimanches à 4 à 5% en 2013. Donc, en l'espace de 2 générations, on est passé de 35 à 5. Déjà à l'époque, vous me direz, dans les années 60, les catholiques pratiquants étaient minoritaires, ce qui est vrai. Mais comme on dit à la bourse, à 35%, vous êtes une sacrée minorité de blocage. Vous pesez lourd, vous avez des écoles, vous avez une presse, vous avez des associations, des intellectuels. Et donc, les catholiques pratiquants aujourd'hui n'ont pas disparu de la société française, mais ils ne sont plus qu'une des minorités, une des îles de l'archipel, alors qu'il y a une cinquantaine d'années, ils ont constitué une des principales composantes. De la même manière, et pour aller très vite, de l'autre côté, ce bloc républicain et laïque, depuis le Front populaire et a fortiori depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, était organisé, était structuré autour d'un pôle qui était extrêmement puissant, qui était le Parti communiste, qui avait un peu à l'image de l'Église, et certains historiens, sociologues, en parlant de la contre-société communiste, parlaient d'une Église rouge. C'est donc Camillo était pas. Voilà, exactement. On est là-dedans. Avait organisé, là aussi, faisait pièce à cette Église avec leurs martyrs, leur liturgie, leur maillage territorial, leur presse, l'association de jeunesse, etc., etc. Là aussi, quand on se reporte un petit peu sur l'histoire des dernières décennies, on rappellera que de 1945 jusqu'aux années 70, le PC en moyenne, c'est 20-25% à chaque élection nationale en France. Élection présidentielle de 1981, Georges Marchais fait 14 et quelques pourcents. Et dernière élection en date où le PC s'est présenté sous ses propres couleurs, sans l'ombrelle mélenchoniste, donc c'est les élections européennes de 2019, le PC est tombé à 2,5%. On peut rajouter une partie du vote mélenchoniste, mais là aussi, vous voyez la vitesse à laquelle ce bloc s'est disloqué. Et pour illustrer ça d'une image, on peut s'appuyer, moi je me suis appuyé sur notre travail au quotidien à l'IFOP. Travail au quotidien, c'est de réaliser des échantillons représentatifs de la population française. Et donc on fait un peu comme une maquette d'avion ou une maquette d'un édifice, on reconstitue en miniature la société française. On travaille ça sur un échantillon de 1000 personnes. Et donc nos prédécesseurs à l'IFOP, sans se jeter de fleurs, avaient la tâche bien plus facile que nous, puisque sur un échantillon de 1000 personnes, quand ils dépouillaient leurs enquêtes, c'était les fameuses ventilations, vous savez, on décline les choses. Eh bien, au début des années 60, qu'est-ce qu'ils trouvaient sur 1000 personnes? Eh bien, on a dit tout à l'heure, 35% de personnes qui allaient à la messe tous les dimanches. Ça faisait 350 individus qui étaient affectés à la case catholique, pratiquants. Et puis, il y avait à peu près 20 à 25% de communistes. En général, il n'y avait pas de double compte parce que ce n'était pas les mêmes. Il n'y avait pas beaucoup de communistes qui allaient à la messe tous les dimanches. Et donc, ça nous faisait 200 à 250 autres individus qui étaient affectés dans une deuxième case. Donc, ça faisait entre 550 et 600 personnes qui étaient déjà préaffectées. Aujourd'hui, le même échantillon de 1000 personnes, j'ai 50 catholiques pratiquants et 25 communistes. J'ai donc 925 autres personnes à ventiler dans les autres cases et qui sont les autres îles de l'archipel. Il y a sûrement d'autres blocs qui se sont formés. Alors, il y a d'autres blocs qui se sont formés. C'est pour ça qu'on parle d'archipel. Ils n'ont pas pour autant une antériorité aussi importante, premièrement. Deuxièmement, ils n'ont pas une cohésion sociologique, philosophique et religieuse aussi solide. Et puis, troisième élément, ils sont en général de taille plus réduite. On n'a pas aujourd'hui de bloc relativement homogène qui pèserait
25 à 30% de la population française. C'est pas vrai. Et donc, l'idée de majorité silencieuse que l'on entend politiquement, etc., n'est pas quelque chose… Là, on la voit pas. En tout cas, il y a une France du silence. Elle est peut-être majoritaire, mais elle n'est pas homogène dans ses opinions et dans ses attitudes. Et donc, on le voit, alors peut-être on va arriver là-dessus, sur, par exemple, des codes de popularité qui indiquent que 60% des Français se disent mécontents d'Emmanuel Macron, donc il est structurellement et très majoritairement impopulaire. Sauf que, mauvaise nouvelle pour ses opposants, ces 60% de mécontents sont extrêmement divisés entre eux. Et qu'aujourd'hui, il n'y a personne, contrairement à ce qui se passait dans le vieux schéma gauche-droite, qui puisse prétendre ramasser tous ces électeurs et en faire une majorité cohérente. J'en profite pour dire que dans le livre dont vous avez parlé, je finis par la politique. Et en fait, quand j'ai commencé ce travail, avec mon co-auteur, on a commencé par la politique. C'est-à-dire qu'on a entamé le travail en 2017, au lendemain de l'élection présidentielle et des élections législatives, qui ont été caractérisées par un gigantesque Big Bang, c'est-à-dire l'élimination et de la gauche et de la droite dès le premier tour, avec un score catastrophique pour le Parti socialiste, et l'avènement d'une nouvelle force qui prenait le dépassement de ce fameux clivage gauche-droite dont on a dit tout à l'heure que depuis 2 siècles, il structurait la vie politique française. Alors, on s'est interrogé, on s'est dit, est-ce que c'est un accident? Et si ce n'est pas un accident, comment en est-on arrivé là? Et un peu comme le saumon qui remonte le fil de la rivière, on s'est rendu compte que pour rendre compte de ce Big Bang au niveau supérieur de l'édifice, en fait, il fallait descendre très profondément et on s'est rendu compte que tous les soubassements sur lesquels reposait cet affrontement gauche-droite, c'était en fait délité. Et donc, avec un effet retard, on a eu la traduction électorale et politique d'une mutation sociologique, on pourra peut-être même et revenir sur le terme tout à l'heure, anthropologique de la société française. Et donc, c'est une mise en conformité tardive de notre paysage électoral avec la réalité sociologique, culturelle profonde du pays. Alors, il y a un élément de votre livre qui a fait couler beaucoup d'encre, j'aimerais que vous y veniez, parce que vous avez fait un travail de fourmi ou de bénédictin, je ne sais pas comment on le qualifie, sur les prénoms. Et sur les prénoms que reçoivent les Français quand ils naissent, et ce qu'ils nous disent de l'évolution de la société. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de la substance de ces travaux passionnants? Oui, tout à fait. Alors, on est tombé par hasard, pas complètement par hasard, mais sur un gigantesque fichier de l'INSEE qui recense toutes les naissances qui sont intervenues en France depuis 1900, qui les répertorie année par année, département par département, et qui indique le premier prénom qui est donné à chaque enfant qui est né. Donc, c'est plus de 84 millions de naissances depuis 1900 qui sont dans cette gigantesque base de l'INSEE. Je dis, on n'est pas tombé dessus complètement par hasard, parce qu'avec mon compère Sylvain Montornac, on s'était déjà penché sur cette question dans des travaux précédents, notamment pour mesurer le poids de la population issue de l'immigration maghrébine, arabo-musulmane, dans certains quartiers et dans certaines villes. On avait notamment travaillé sur la ville de Marseille, mais aussi sur d'autres communes, parce que on n'avait pas de variable quantitative qui nous permettait d'évaluer le poids de cette population, et on avait l'intuition que, au regard du déroulement d'un certain nombre de campagnes électorales et des résultats électoraux qu'on observait, qu'on analysait, bien évidemment, cette variable, comme on dit dans notre jargon, était tout à fait nécessaire à intégrer dans l'équation pour comprendre ce qui se passait. C'est-à-dire que si on était sur une ville comme Marseille uniquement sur les données INSEE standards, c'est-à-dire taux de logement social, part de proportion de catégories sociales favorisées ou défavorisées, on avait, si vous voulez, une partie de l'explication des résultats par bureau de vote. Et c'est un peu comme quand on éclaire une statue ou une œuvre d'art, en fonction de l'endroit où vous mettez le projecteur, vous allez découvrir
toute une partie du travail de l'artiste ou de la réalité de l'édifice. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on aille regarder ces éléments-là. Et donc ça, on avait écrit ça dans un livre avec la Fondation Jean Jaurès qui s'appelait « Karim vote à gauche et son voisin vote FN ». Et donc, voilà, ça annonçait un petit peu la couleur. Et donc, on avait ce premier contact avec les prénoms qui nous avait mis sur la voie de cette étude. Et donc, quand on est tombé sur ce fichier-là, on a commencé à le triturer un petit peu dans tous les sens et on s'est aperçu, chemin faisant, qu'en fait, c'était une véritable mine pour, là aussi, objectiver et illustrer des changements sociétaux profonds. Alors, je vais en évoquer quelques-uns avec vous. On a déjà parlé tout à l'heure du déclin de la pratique religieuse catholique. Et nous avons poussé l'analyse plus loin en disant que ce déclin ou cette dislocation de la matrice catholique, elle ne doit pas être analysée uniquement au niveau de la pratique religieuse, ce qu'on pourrait appeler le taux de remplissage des églises le dimanche. Ça va bien au-delà. Le catholicisme, comme les autres religions, c'est une culture qui imprègne aussi très profondément la vie des gens. Et ça va souvent jusqu'à influer sur le choix des prénoms qui sont donnés. Et au hasard, on a analysé ce qui s'était passé avec le prénom Marie. Et Marie, on constate que ce prénom est donné à une petite fille sur 5 qui naît en France en 1900. 20% des petites filles reçoivent ce prénom en 1900. C'est une moyenne nationale. Ici, en Île-de-France, où la déchristianisation était précoce, on est déjà à peine à 10%. Mais dans des régions comme des départements comme le Finistère, la Haute-Loire, les Vosges, où une pratique catholique et une empreinte catholique qui est encore très forte, en 1900, c'est une petite fille sur 2 qui naît dans ces départements-là qui reçoit ce prénom-là. Comme on est à l'ère de la parité, on peut faire le même exercice pour les garçons. Et pour les garçons, c'était Jean, qui était un prénom qui était extrêmement donné dans les territoires, les départements catholiques. Quand on regarde où on en est aujourd'hui des Maries, c'est un prénom qui est donné à 0,3 ou 0,5% des petites filles qui naissent aujourd'hui en France. Et donc, on voit qu'en un siècle, les Maries s'en sont allées. Et donc, on a là aussi une illustration supplémentaire de la perte d'influence du catholicisme. De la même manière, l'étude des prénoms nous montre d'autres phénomènes, comme par exemple la montée en puissance extrêmement forte de quelque chose qui est fondamental pour comprendre ce qui se passe, à mon avis, dans les sociétés occidentales. Alors, on n'est bien évidemment pas les premiers à évoquer ça, c'est celui de l'autonomisation de l'individu par rapport à ses cadres d'appartenance et la volonté tout azimut de se distinguer, de se démarquer. Et donc, ça passe, par exemple, ou ça s'illustre, par exemple, par la diversification absolument phénoménale du nombre de prénoms qui sont répertoriés chaque année en France comme ayant été donnés aux enfants. En 1900, 2000 prénoms suffisent, masculins et féminins, au bonheur des familles françaises pour prénommer leurs enfants. On reste sur ce stock jusqu'en 1945. À partir de là, génération du baby-boom arrive et nous avons une ouverture progressive de l'éventail. Alors, petite précision, si on est resté très stable dans le corpus, c'est à la fois parce qu'il y avait c'était la trace d'une certaine homogénéité culturelle, on baignait dans le même bain culturel, et puis il faut bien le dire aussi, il y avait aussi l'effet de la juridiction, de la loi, excusez-moi, qui était passé par là. Limiter le choix. Napoléon, qui se mêlait de beaucoup de choses, avait défini la liste des prénoms qui étaient recevables à l'état civil. Il ne s'était pas beaucoup embêté, il avait dit c'est les prénoms du calendrier. Et donc on retombe sur notre matrice catholique, puisque comme vous le savez, on est sur des saints chrétiens qui sont dans le calendrier. Cette loi a tenu bon jusque elle a été abrogée uniquement en 1993. Elle a été assouplie. Et donc on voit progressivement dans les années 60, 70, le nombre de prénoms différents, une véritable inflation. On passe de 2000 à 3000, 4000, 5000, 6000. Là aussi, il y a une dialectique intéressante entre le changement sociétal et l'action du législateur. C'est le législateur constatant qu'il y a des demandes de plus en plus pressantes et de plus en plus récurrentes pour ouvrir le choix des prénoms. À l'époque, il n'y a pas de cumul des mandats, donc la personne qui siège à l'Assemblée, qui fait la loi, ou le sénateur, il est souvent aussi maire de sa commune.
il voit qu'à l'état civil, on va l'embêter pour accepter des prénoms de plus en plus étranges ou nouveaux. Et donc, au bout d'un moment de guerre lasse, on dit, bon, bah, on abroge cette vieille loi Napoléon en 1993, et donc tous les prénoms maintenant sont recevables à l'état civil. On met quand même un petit garde-fou en disant, il faut quand même que le prénom n'altère pas l'intégrité psychologique de l'enfant. Alors là, on rentre dans d'autres contentieux, parce que c'est les goûts et les couleurs. Et donc, quel est le type de prénom qui va altérer l'intégrité psychologique d'un enfant? Tous ces phénomènes ont convergé vers le fait qu'on a répertorié sur la dernière année pour lesquelles on dispose des données, ce doit être en 2016, nous sommes parvenus à un décompte de 16 000 prénoms différents utilisés chaque année, alors on était encore à 2000 en 1945. Donc là, on a bien un autre phénomène. Et autre phénomène qu'on peut appréhender à travers l'étude des prénoms, c'est l'entrée de notre société dans un modèle qui est un modèle multiculturel, avec notamment, mais pas seulement, l'extraordinaire progression du pourcentage de naissances donnant lieu à un prénom qu'on a qualifié d'arabo-musulman, c'est-à-dire se rattachant soit au Maghreb, soit à la religion musulmane. Donc c'est à la fois géographique et culturel, c'est-à-dire qu'il y a Maghreb, Turquie et l'Afrique subsaharienne, pays dans lesquels l'islam est majoritaire. Ces prénoms-là, alors c'est un énorme travail que mon co-auteur a réalisé, donc on avait déjà une base de travail avec les recherches qu'on avait menées sur les listes électorales, mais comme là on avait l'intégralité, voilà, donc par exemple sur Mohamed, vous avez 15 ou 20 variantes de Mohamed avec 2M, etc., les variantes turques, les variantes africaines, etc. Donc, on a créé un corpus de prénoms arabo-musulmans et on a regardé combien ces prénoms représentaient de naissances au fil du temps. Donc, de 1900 à 1960, 1950, c'est 0% des naissances en France, en sachant que le fichier de l'INSEE a été retraité pour ne pas prendre en compte les anciens départements d'Algérie française. Donc, on raisonne sur une France qui est celle d'aujourd'hui et qui resterait la même dans ses frontières. Et puis, en 1960, on voit la première apparition de ces prénoms. Alors, ce n'est pas le fait du hasard. Il y a le conflit algérien avec l'arrivée des harkis, l'immigration de travail aussi qui a été importante à l'époque, dans les 30 Glorieuses, pour rebâtir la France. On a fait appel à ces travailleurs qui venaient de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, on est à 1% des naissances en 1960. Et on voit ensuite cette courbe qui progressivement augmente pour atteindre le niveau de 18 à 19% des naissances sur, là aussi, la dernière année sur laquelle on a travaillé, c'est 2016. Et donc, là aussi, on est saisi par la vitesse des phénomènes qu'on observe. Alors, je parlais tout à l'heure, parce qu'on est géographe, sociologue, historien. On s'intéresse aussi à la démographie. Et donc, Alfred Sauvy, voilà, la loi du nombre, on est quand même sur des phénomènes, on parle du baby-boom ou autres, on est sur des cycles assez longs. Et là, en l'espace de 40 ans, on est passé de 2% des naissances à 18 à 19%. Donc, c'est tout à fait saisissant. Là aussi, comme nos maris tout à l'heure, il s'agit d'une moyenne départementale, excusez-moi, une moyenne nationale. Et donc, dans certains départements, notamment toute la façade ouest de la France, on est encore sur des taux de naissance donnant lieu à des prénoms, au choix de prénoms arabo-musulmans, de l'ordre de 5, 6, 7%. C'est-à-dire le taux moyen que la France connaissait dans son ensemble au début des années 80. Donc cette France-là n'est pas encore, sauf dans certaines grandes villes, mais objectivement rentrée dans l'ère du multiculturalisme. Dans la France des grandes villes, et notamment ici en Île-de-France, on est sur des taux de plus de 25 à 30% des naissances qui donnent lieu à ce choix de type de prénom. Et la pointe avancée du phénomène, bien évidemment, c'est le département de la Seine-Saint-Denis, où là, on est à 45% des naissances. Donc, il y a une vitesse de basculement dans ce monde du multiculturalisme. Et pour compliquer l'analyse ou le modèle, ce basculement ne s'est pas opéré au même rythme partout sur le territoire. Donc voilà, à grands traits, ce qu'on peut dire sur les prénoms. Alors, il y a plein d'autres exemples. On a vu aussi, par exemple,
alors c'est à des échelles numériques bien plus limitées, mais que les prénoms d'influence ou d'origine judaïque aussi eux aussi connaissent une inflation forte depuis une quarantaine d'années. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que dans cet archipel, eh bien, chaque matin, on hisse les couleurs de l'archipel, de son île respective, et le drapeau qu'on hisse, c'est le prénom qu'on va donner à ses enfants. De la même manière, je sais, cher Vincent, que vous attachez beaucoup d'importance à cette île, alors qu'il y en a une véritable. On voit qu'en Corse, on a un engouement aussi pour les prénoms qu'on appelait corso-italiens, parce que souvent, ils n'étaient pas trop donnés il y a très longtemps. Et donc, on a aussi cette population qui, par le choix des prénoms qu'ils vont donner aux enfants, eh bien, revendique une forme d'identité ou de spécificité. Là, un phénomène qui a précédé votre travail sur l'archipélisation a été celui de communautarisation, qui a été souligné par beaucoup de sociologues et qui a développé l'inquiétude d'une France qui se fragmentait de plus en plus. En quoi la communautarisation est-elle un élément important de l'archipélisation? Comment vous articulez les deux? Alors, on a le premier stade, c'est l'effondrement des matrices unifiantes. Donc, on a un système qui est disloqué, et ensuite, on a une recomposition. Et donc, ces recompositions eh bien, peuvent prendre la forme du communautarisme. Mais le communautarisme, nous, on n'est pas trop rentré dans la sémantique. Il peut avoir différentes acceptions. C'est-à-dire, on peut avoir, ce que je disais tout à l'heure, les prénoms bretons, les prénoms corses. Il peut être régional, il peut être religieux, il peut être social. Hein, on parle beaucoup de la sécession des élites. Et en fait, c'est pour ça qu'on a parlé d'archipel. Et donc, on s'est bien gardé d'en faire une cartographie précise. Et si on prend cette métaphore un peu maritime, vous voyez bien qu'à marée haute et marée basse, l'archipel ne va pas avoir la même configuration. Il y a des îles ou des îlots qui sont apparents à un moment, qui ne le sont plus à d'autres. Et donc, pour moi, c'est un peu ça, ce communautarisme en série, c'est-à-dire qu'il y a des lignes de clivage de différentes natures, encore une fois, sociales, culturelles, religieuses, d'origine, politiques, qui ne se superposent pas forcément parfaitement les unes aux autres. Et donc, ça donne, si on voulait prendre une autre image que celle de l'archipel, celle du kaléidoscope, en fait. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous, on intégrerait la réflexion sur le communautarisme. Et alors, cet archipel que vous avez dessiné, c'était une France, comme vous dites, qui a dépassé le clivage droite-gauche, mais c'était aussi une France qui avait retrouvé, depuis les attentats de Mohamed Merah, une confrontation tragique avec des affrontements sur son territoire, avec Charlie, avec l'Hypercacher, avec Montrouge, avec le Bataclan. Est-ce que l'archipel est un des éléments, c'est-à-dire est-ce que l'archipel doit nous faire craindre une France dans laquelle les différents membres des différents archipels seraient tentés de s'affronter? Alors, lors de présentations que j'étais amené à faire quand on avait le droit de se déplacer et de parler devant une salle avant le Covid, souvent cette question venait. Et en fonction de la nature du public avec qui j'échangeais, ça prenait des… La connotation n'était pas la même. Oui, mais c'était un peu la même idée, ou la référence géographique n'était pas la même. Souvent, on m'a dit, mais en fait, votre histoire, là, à la fin, ça finit à la libanaise. Donc, je dis, voilà, alors je dis, écoutez, on a eu ces attentats, on voit que dans certains quartiers, la situation est extrêmement tendue, mais on a parlé tout à l'heure avec l'explosion de la palette des prénoms, d'un principe qui était extrêmement puissant, qui est celui de l'individualisme, celui de l'autonomisation de l'individu, et avec comme corollaire une valeur ou une démarche ou une recherche qui s'impose, qui est très haut dans la liste, qui est celle de l'hédonisme. C'est-à-dire que on ne croit plus au grand soir dans la matrice, ce qui reste de la matrice communiste. Le paradis, certains y croient encore, mais ils sont beaucoup moins nombreux qu'avant. Et donc, le bonheur, c'est ici et maintenant. Dans ce cadre-là,
comportement qui est psychologiquement le plus rationnel et le plus répandu, ce n'est pas celui de l'affrontement. Ce n'est pas d'aller au carton, on n'y va que quand on est le dos au mur. Dans une société archipélisée, le comportement le plus évident et encore une fois le plus rationnel, c'est celui de l'évitement. Donc, j'ai notamment illustré ça en prenant le cas de la communauté juive en Île-de-France, qui, par exemple, a vu toute une partie de ses membres, de manière discrète et silencieuse, pratiquer ce qu'on a appelé l'alia intérieur, hein, c'est-à-dire quitter certains quartiers pour aller, j'allais dire, se mettre au vert, pour aller se mettre à l'abri dans d'autres quartiers ou dans d'autres communes. Et donc, je pense que c'est un risque qui est plus plausible. Alors, je termine juste, plus plausible que celui de la libanisation, c'est celui que j'appelais le risque du syndrome du syndic de copropriété. C'est-à-dire, on vit dans le même immeuble, on ne partage pas grand-chose en commun, si ce n'est d'avoir à payer des charges, et notre intérêt bien compris fait que faut éviter que tout ça se dégrade et qu'on s'affronte. Mais si on vit sous le même toit, en tout cas dans le même immeuble, il y a quelques règles tacites. La première, c'est de ne jamais se mêler de ce qui se passe chez le voisin. Et la deuxième, c'est d'éviter de se croiser sur le palier. Donc, je crois plus à ça, à terme, dans un scénario un peu pessimiste, qu'un affrontement généralisé de tous contre tous, même s'il ne faut pas le minimiser. Et cet évitement dont vous parlez, qui est celui justement de cet alia intérieur que nous connaissons bien, que nous dénonçons à longueur de jours et de mois, finalement. Et que beaucoup n'ont pas voulu voir. Hein. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que cet évitement n'est pas un évitement volontaire. En réalité, c'est un évitement qui est contraint par l'impuissance des pouvoirs publics justement à régler le problème qui oblige ceux qui quittent ces quartiers à les quitter. Donc, il y a une responsabilité tout de même des pouvoirs publics. Ah oui, mais je ne le nie pas du tout. Alors, il y a une responsabilité des pouvoirs publics et il y a une responsabilité aussi d'un certain nombre de personnes qui ont droit à la parole, à qui on tend les micros, c'est-à-dire qui peuvent éditer ou publier des choses, c'est-à-dire les chercheurs, les journalistes. Vous êtes bien placé pour le savoir. Moi, j'avais travaillé encore avec mon collègue Sylvain Montornac sur un livre qui s'appelait « L'an prochain, Jérusalem », point d'interrogation, sur ce qui s'était passé dans la communauté juive, on va l'appeler comme ça, depuis une vingtaine d'années. Et on voit bien, encore une fois, ce n'est pas à vos auditeurs qu'on va rappeler ça, qu'il y a eu un basculement au moment de la deuxième intifada et que des mouvements d'ampleur se sont produits dans ces territoires-là. Mais il a fallu près de 15 ans, voire plus, pour que, entre guillemets, cette réalité-là passe le mur du son. Rappelez-vous de l'affaire Mera, où c'était un loup solitaire, etc. C'était pas du tout représentatif de ce qui se passait. Alors maintenant, voilà, Ariane Chemin et Raphaël Baquet, grands journalistes au monde, ont écrit un livre qui s'appelle « La communauté ». Donc, le titre du livre n'est pas anecdotique de mon point de vue, sur ce qui se passe à Trappes. Donc, c'était avant les récentes affaires. Et je me souviens très bien, il y a un chapitre qui s'appelle, je crois, « Et la synagogue a brûlé ». Et donc, il n'y avait pas une grosse population juive à Trappes, mais au lendemain de cet incendie, dont on n'a jamais trop élucidé les raisons, eh bien, le faible contingent de personnes de confession de culture juive qui vivaient dans cette ville sont partis. Et cet exemple-là, on peut le multiplier en très nombreux endroits de l'Île-de-France. Le travail qu'on avait mené montrait qu'on avait les mêmes phénomènes, les mêmes logiques dans l'agglomération lyonnaise, par exemple, et qu'on connaissait ça aussi dans certains quartiers de Marseille, avec le directeur d'un établissement scolaire dont le nom m'échappe, qui avait écrit ses mémoires et qui racontait qu'une maman juive était venue le voir en disant voilà, il faut inscrire mon gamin au collège, et que lui, la mort dans l'âme,
directeur d'un collège public disait « allez plutôt l'inscrire dans un lycée ou un collège confessionnel parce que je ne suis pas en capacité d'assurer sa sécurité ». Donc tout ça, c'est passé. Et bon, on comprend bien que certains étaient gênés, mais nous, notre travail, c'est d'essayer de regarder la réalité comme elle se donne à voir et essayer d'en rendre compte. Et alors, justement, le phénomène que vous décrivez très bien a été décrit en 2002 par Georges Bensoussan dans Les territoires perdus de la République. Et puis, Bernard Rougier, comme une espèce de pendant, a fait un livre qui s'appelle Les territoires conquis de l'islamisme, qui est paru l'année dernière. Et là, on se retrouve face à dans la description d'un écosystème, d'une minorité active, pour laquelle l'hédonisme que vous décrivez apparaît comme moins évidente, c'est-à-dire qu'il y a quand même une vision de la société matricielle, pour le coup. Donc, dans l'archipel, quelle part prend cet écosystème que décrit Rougier ou que décrit Keppel? Alors, il se trouve qu'on a travaillé à l'IFOP sur ces sujets-là. On avait notamment, à la demande de l'Institut Montaigne, réalisé une enquête de très grande ampleur sur les valeurs, croyances et attitudes de la population de confession musulmane, dont on estimait, alors c'est toujours difficile à estimer, parce qu'il y a toute une série de biais méthodologiques, mais à peu près le poids à 8% de la population française. Donc ça permet un peu de remettre les pendules à l'heure. Je fais une précision, quand j'ai dit tout à l'heure que 18% des nouveau-nés recevaient un prénom arabo-musulman, c'est 18% des nouveau-nés, ce n'est pas 18% de la population française aujourd'hui. Et de la même manière, les petites Maries très nombreuses qui naissaient en 1900 n'ont pas toutes fait de franches et de ferventes catholiques. Et donc, tous ceux qui reçoivent un prénom arabo-musulman ne sont pas forcément… Voilà. Donc, si on est sur la population adulte qui se déclare de confession musulmane, c'est à peu près 8% de la population française. On a 50 millions d'adultes en France, donc ça fait 4 millions de personnes. Donc vous voyez qu'on est loin des 10 qu'on évoque parfois et qu'on brandit. Alors après, est-ce qu'on compte les enfants? Est-ce qu'on compte les gens qui sont d'origine mais qui n'ont pas de culte, qui n'ont pas de confession, etc. Donc nous, on a essayé de travailler le plus sérieusement possible, et c'est 8%. Sur ces 8% de la population française qui se déclare de confession musulmane, il y en a un quart qui campe sur des positions de rupture radicale autour d'items comme la charia au-dessus de la loi de la République, ou quand on a refait des enquêtes, quand on a interrogé sur les événements autour de Charlie, on a un quart de cette population qui dit non seulement je ne suis pas Charlie, et donc là, jusque-là, il n'y a pas forcément de problème, mais on ne condamne pas. Alors, il y a une toute petite minorité qui va même jusqu'à approuver, mais quand on additionne ces toutes petites minorités avec ceux qui ne condamnent pas, et ce n'est pas le même item que de ne pas être Charlie, c'est à peu près un quart. Donc, on est toujours à peu près sur un quart. Donc, c'est un quart de 8%, donc ça fait 2% de la population française, si vous voulez. C'est un quart des 8, ça fait 2%. Et donc, on est sur une fourchette haute, à peu près 1 million d'individus, aujourd'hui, de confession musulmane, qui sont dans une posture et en adhésion avec une matrice idéologique très, très conflictuelle avec la société française. Donc, attention, c'est une toute petite minorité de la société française, c'est même minoritaire largement dans la population musulmane. Ça, c'est si on adopte le point de vue d'un sociologue. Si on adopte celui d'un ministre de l'Intérieur, c'est une toute autre chanson. C'est-à-dire que là, et donc on avait publié des choses, notamment dans le Figaro, au moment du meurtre de Samuel Paty, on comprend bien à quoi on a affaire. C'est-à-dire que si on prend la comparaison de ce qui s'était passé, et donc comparaison vaut ce qu'elle vaut, avec ce qui s'était passé dans les années 70 et 80 en Italie, ce qu'on a appelé les années de plomb, l'Italie avait été confrontée à une vague terroriste d'extrême gauche de grande intensité. Au climax de cette crise, on a 10 000 personnes en Italie qui sont condamnées pour appartenance et fait de terrorisme d'extrême gauche. 10 000 personnes. Mais ça veut dire que pour que vous en ayez 10 000 comme
on dit dans les services de renseignement, dans le haut du spectre. Si on raisonne par cercle concentrique ou de manière pyramidale, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 100 à 150 000 sympathisants, militants actifs, et qu'en dessous, on ait une base de gens qui partagent clairement vos idées, qui ne vont pas forcément passer à l'action, qui ne vont pas vous cacher si vous êtes recherché, etc., mais qui, si eh bien, vous habitez dans ce quartier, n'iront pas forcément vous dénoncer et pour vous aider. Et donc, on voit bien, Gilles Kepel, dans son dernier livre, parle du djihadisme de 4e génération. Il parle d'un djihadisme d'atmosphère, en disant, voilà, il n'y a plus de gens qui vous télécommandent ou qui vous téléopèrent. On est sur un vivier, un terreau, alors encore une fois, très minoritaire à l'échelle de la société française, mais qui représente des centaines de milliers d'individus qui baignent là-dedans. Et donc, on voit bien la mécanique infernale qui s'est mise en branle au moment de l'affaire Paty, c'est-à-dire on a des gens qui viennent tisonner les choses et attiser la haine sur les réseaux sociaux, et en secouant, si vous me passez l'expression, le cocotier, il y a bien toujours, vu le nombre de personnes que ça touche, des individus qui vont se mettre en mouvement et qui vont pouvoir passer à l'acte. Et donc, on est sur un sujet qui est extrêmement complexe à gérer, puisque, on le voit, l'appareil d'État français a été quand même pris au dépourvu lors de la première période des attentats terroristes. Après Mera, etc., on était sur la thèse du loup solitaire. Les appareils d'État, souvent, c'est un peu des machines à moteur diesel, c'est-à-dire que c'est un peu lent à démarrer, mais quand ça démarre, il y a quand même une puissance. Et donc, on voit aujourd'hui que le nombre d'attentats, heureusement, considérablement diminué, et que l'appareil d'État, on a beaucoup recruté, on a mis des moyens, et donc on obtient des résultats. Les réseaux, les filières les plus organisées, les plus structurées ont été, pour l'instant, mises hors d'état de nuire. Mais là, on n'est plus sur un travail de police ou de renseignement qui viserait uniquement à décapiter l'eau du spectre. On est sur une guerre idéologique et sociologique et philosophique à mener vis-à-vis de cet énorme vivier, ce vivier de plusieurs centaines d'individus qui peuvent donner, j'allais dire naissance, ou qui peuvent générer des individus qui pourraient être passés à l'acte. Et donc, c'est par hasard si toutes les dernières attaques ont été le fait d'individus qui n'étaient pas certes complètement isolés, mais qui n'avaient pas été coordonnés, qui n'avaient pas été structurés, mais qui venaient de ce vivier, de cet écosystème. Alors, le temps court, on va peut-être parler un peu de la situation dans laquelle nous sommes. Situation un peu incertaine, donc je ne vais pas réussir à la définir. Mais quand on voit ce qui est le cas quand on est journaliste, des responsables publics ou des gens qui réfléchissent sur le corps social, il y a une chose qui revient beaucoup, c'est en avril-mai, quand viendra ce qu'un ministre appelle le dégel, il y a un risque fort que la société française se crispe, que ceux qui ont perdu leur boulot, ceux qui ont eu des interdictions, les différentes catégories qui ont été plus ou moins frappées durant la pandémie, s'expriment de façon plus intense, voire violente. Est-ce que dans les travaux que vous faites aujourd'hui, c'est quelque chose que vous sentez venir ou non? Alors, il faut être très prudent et modeste. Vous vous souvenez que quelqu'un de votre profession avait écrit en 68 La France s'ennuie. Et donc, bon, voilà. Donc, il faut être très modeste et de la même manière, même si nous, à l'IFOP, on avait décelé les ferments de la crise des Gilets jaunes, personne n'avait qu'elle se déclenche et qu'elle prenne cette ampleur et cette forme. Donc, néanmoins, une fois qu'on a dit ça, moi, je me méfie un peu de ces discours qui disent la rentrée sera chaude. Voilà, ça va être compliqué, etc. La rentrée sociale sera agitée, etc. Le printemps sera chaud. Donc maintenant, on peut faire toutes les saisons. Qu'il y ait du ressentiment, de la colère, de la tension dans la société française, c'est évident. Que le Covid ait mis de l'huile sur le feu, c'est pas contestable. Après, deux choses. La première, c'est que si on adhère à l'idée d'une société archipélisée, on voit bien que tous ceux qui
travaillent à la fameuse convergence des luttes en sont jusqu'à présent pour leurs frais. C'est-à-dire que la mayonnaise ne prend pas et que, eh bien, on a eu les gilets jaunes avec assez peu de secteurs traditionnels de mobilisation syndicale qui les avaient rejoints. Et quand ces secteurs traditionnels de mobilisation syndicale sont entrés dans la danse en novembre 2019 jusqu'à janvier 2020 sur la réforme des retraites, la France des Gilets jaunes a été plutôt spectatrice. De la même manière, ce qu'on appelle la France des banlieues n'est pas rentré dans la danse au moment de la crise des Gilets jaunes, ni au moment de la réforme des retraites. Donc, il peut y avoir de la colère, mais elle ne va pas, à mon avis, se coaguler aussi facilement que ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on regarde un peu ce qui s'est passé historiquement, et là, on est plus sur une analyse économique et sociale, en général, ce n'est pas quand la situation économique et sociale est la plus dégradée que les mouvements sociaux naissent. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout le monde tend le dos, tout le monde essaye de sauver son beefsteak, tout le monde essaye de sauver sa place, même s'il y a de la colère et du ressentiment, tout le monde fait des efforts pour la conserver. Et c'est plutôt quand ça commence à repartir que certains disent les efforts n'ont pas été partagés, nous, on veut notre part de récompense, etc., etc. Alors, ça, c'est les schémas assez classiques. Cette période est hors norme, ce n'est pas impossible qu'il se passe des choses. Si on assiste à des mouvements de violence, de tension forte, je pense qu'on sera plutôt sur des choses qui seraient un peu sporadiques, des espèces de faux follets, un peu comme ce qu'on a connu en 2008-2009 lors d'une précédente récession. Vous vous souvenez quand certains salariés d'une usine qui était condamnée à fermer, eh bien, menaçaient de faire sauter le stock d'essence de leur site ou séquestraient pendant une nuit le seul cadre qu'ils avaient sous la main parce que les ordres étaient donnés de bien plus haut et souvent de l'étranger. Donc, on pourrait avoir des choses de ce type plus qu'un grand mouvement social. Mais encore une fois, il faut être modeste et prudent. Je voulais vous, et puis peut-être après on passera aux questions des téléspectateurs, mais vous faire part d'une notion que Luc Roubaud du CEVIPOF a avancée un peu pas contre vous, mais en tout cas pour l'opposer à celle de l'archipélisation, qui est celle de naufrage. Il dit la France n'est pas un pays archipélisé, la France est un pays de naufragés. Qu'est-ce que vous pensez de cette notion? Est-ce que la France, qui vit maintenant depuis 11 mois avec cette pandémie, est menacée de naufrage, d'affaissement, de dislocation? Alors, je pense que ça ne s'oppose pas complètement. Luc Roubaud, il s'appuie sur des travaux dans ses travaux, s'appuie sur un sondage. Une étude sur la lassitude des Français et leur défiance vis-à-vis des différentes institutions. Tout à fait. Et donc, l'analyse qu'il développe, elle s'appuie sur une segmentation. Pas remettre en cause les sondages, je pense que c'est très très utile, mais quelque part on y trouve un peu ce qu'on y cherche, c'est-à-dire que quand on est uniquement sur la base de questions, on n'a pas toutes les réponses. Et donc, je vous disais par exemple sur les prénoms, sur comment des individus, parce qu'il parle aussi d'anomie, en disant voilà, tout le monde serait complètement émietté. En fait, c'est pas si vrai que ça. Vous voyez bien qu'il y a des logiques de choix de prénoms, qu'il y a des logiques de regroupement dans certains quartiers, etc., qu'il y a des logiques affinitaires. Et tout ça, on ne peut pas le saisir uniquement par les sondages. Maintenant, les sondages, et notamment celui sur lequel il s'appuie, sont quand même extrêmement utiles. Et donc, il ne parle pas trop d'archipélisation. Il y a quand même une question dans le sondage qui dit, à votre avis, est-ce que la France est encore un bloc constitué assez homogène ou un agrégat de groupes divers? Et on a une majorité de Français qui optent pour la deuxième option. Alors, là, on les place un peu en experts, nos concitoyens. Ce n'est pas parce qu'une majorité pense ça que c'est forcément vrai, mais ça nous dit quand même un certain nombre de choses. Donc, je pense que moi, j'en reste à ma thèse de l'archipélisation, même si les blocs ou les îles et les îlots ne sont pas forcément complètement coagulés et que tout ça peut être amené à évoluer. Sur ces blocs, comme je vois qu'il reste 3 minutes,
on va faire de la politique pure, on est un an d'une élection présidentielle, donc vous avez très bien décrit l'archipélisation de notre pays, et pourtant, quand on regarde les propositions politiques ou les projections telles qu'elles se dessinent, on a deux blocs, donc Emmanuel Macron et le Rassemblement national, qui prennent quasiment l'intégralité du spectre et qui empêchent l'émergence, pour le moment, d'autres forces. Alors, comment expliquer? D'abord, est-ce que vous pensez que ces deux blocs sont amenés à s'affronter en 2022 et comment vous expliquez ce paradoxe par rapport à une France émiettée? Alors, plusieurs choses. La première, sur le pronostic, là aussi, il faut être prudent. Quand on regarde notamment la dernière élection présidentielle, il reste encore un an. On n'est pas à l'abri d'un certain nombre. Alain Juppé était président de la République. Voilà, d'autant plus que les candidats ne sont pas encore déclarés. Voilà, donc, et vous ajoutez dans l'équation le Covid, donc il faut regarder ça avec calme et distance. Néanmoins, aujourd'hui, le sondage que l'IFOP a réalisé à la demande de votre rédaction, 2/3 des Français s'attendent à un deuxième tour Macron-Le Pen. Et ils ne veulent pas. Et la même proportion n'en veut pas. Donc, ça nous dit un peu le climat dans lequel on évolue. Ça, c'est le premier point. Donc, à l'heure où on se parle, et si on regarde non pas les sondages de souhait et de pronostic, mais d'intention de vote, et si on se réfère à du sonnant et du trébuchant, qui ne seraient pas uniquement des sondages pour le coup, mais des votes réels, je mets les municipales de côté, qui sont un scrutin assez spécifique. Dernière élection nationale de référence, c'est les élections européennes de 2019. Alors, certes, caractérisées par une très forte abstention, mais les deux formations qui sortent loin devant en tête sont le Rassemblement national et la République en marche. On était 2 ans après 2017. Donc, à ce stade de l'analyse, je pense qu'aujourd'hui, ces deux forces sont bien présentes dans le paysage. Le Rassemblement national, nouveau nom du FN, depuis près de 40 ans maintenant, donc ce qui devait être un feu de paille s'est installé dans la durée. L'antériorité est beaucoup plus limitée pour la République en marche, mais on voit que les choses tiennent quand même. Et chaque jour qui passe permet la coagulation ou la consolidation comme du ciment qui sèche et qui prend sur un bloc. Pour terminer, attention à l'erreur d'optique, c'est-à-dire ces deux blocs aujourd'hui sont les plus identifiés et sans doute ceux qui sont les mieux à même de qualifier leurs candidats pour la finale. Ça ne veut pas dire qu'ils sont hégémoniques, c'est-à-dire qu'on est au mieux sur chacun des blocs à 25%, ce qui laisse 50% des Français sur d'autres options politiques, sachant que mon camembert à 100% ne prend en compte que ceux qui iraient voter ou qui expriment une opinion, parce qu'on en a encore toute une partie qui n'est même pas là-dedans, et qui serait plutôt, là pour le coup, dans le schéma du naufrage ou de l'anomie, c'est-à-dire un électorat qui serait éloigné de tout ça. Donc, on a, pour moi, vous savez, c'est Gramsci qui disait, alors cette formule a été reprise maintes et maintes fois, la crise, c'est quand l'ancien monde ne veut pas mourir et que le nouveau n'arrive pas à naître. On est là-dedans, en fait. C'est-à-dire qu'on a un affrontement nouveau, Rassemblement national en marche, sur des lignes d'affrontement qui ne sont plus forcément les lignes d'affrontement gauche-droite. On l'a vu, par exemple, là, sur la question des frontières au moment du Covid. Est-ce qu'on ouvre ou on ferme les frontières, etc. Et puis, on a les forces de gauche et de droite qui ont encore des choses à dire, qui parlent encore à toute une partie de l'électorat d'un certain âge qui s'est construit politiquement en disant « moi je suis de gauche, moi je suis de droite, et j'ai 50 ans, d'où je ne serai plus de gauche et de droite, c'est toujours comme ça ». Et donc ces forces-là existent encore, on l'a vu aux dernières municipales, une très forte implantation sur le territoire, et puis on voit dans les sondages, une partie de l'électorat se reconnaît dans les Républicains, d'autres dans le PS ou les écologistes. Seulement, un peu comme le MoDem dans le schéma historique, ces forces qui étaient historiquement dominantes ont été rétrogradées en deuxième division si on était au football. Et qu'aujourd'hui, il y en a d'autres qui jouent la finale à leur place, sans pour autant que leur statut de leader incontesté ou de finaliste incontesté soit absolument gravé dans le marbre. Et donc, on est dans cette espèce d'entre-deux, mais qui nous fait penser rétrospectivement que
2017 n'était pas un accident. Il n'était pas complètement fortuit. Il y a bien évidemment, comme à chaque fois dans l'histoire, un mouvement tectonique des plaques plus des événements conjoncturels qui font que les planètes s'alignent. Mais si on avait été juste, j'allais le dire, sur un hold-up électoral réussi par un grand virtuose, Emmanuel Macron, 2 ans après, La République En Marche n'était pas à 20%. 3 ans ou 4 ans après, Emmanuel Macron ne serait pas à 40% de popularité dans les sondages de l'IFOP. Alors, on est pendant le gel, avant le dégel, hein, on est dans cette période Covid, mais quand on compare sa cote de popularité, par exemple, à celle de son prédécesseur immédiat qui ne manque jamais de donner des conseils de gouvernance, on est sur un Emmanuel Macron qui bénéficie d'une popularité qui est plus de 2 fois supérieure à celle de son prédécesseur, au même stade de son quinquennat. Donc, il y a quand même un bloc macronien qui tient, qui n'est pas majoritaire, mais qui tient. Le Rassemblement national est là. Et puis, il y a les survivances de l'ancien monde, l'émergence aussi de forces politiques plus nouvelles autour de l'écologie. Et tout ça dessine un paysage qui est mouvant, incertain. Et pour reprendre, et j'en arrêterai là, une expression d'un ancien Premier ministre, d'Emmanuel Macron, la poutre travaille encore. C'est Édouard Philippe qui disait ça, c'est-à-dire que l'édifice n'est pas stabilisé. On a quitté un modèle. On n'est pas, vous savez, c'est comme en chimie, où il y a des équilibres instables et donc on n'est pas arrivé encore à un nouvel équilibre. Et donc on est dans une phase de transition, mais qui peut être de longue durée puisque ça correspond en fait peut-être à l'état profond de notre société. Vraiment, merci beaucoup pour cet exposé très intéressant. On va passer maintenant aux questions des internautes qui sont très nombreuses d'ailleurs. Donc, je m'excuse par avance auprès d'eux parce qu'on n'aura sûrement pas le temps de les poser toutes. On va démarrer par cette question qui me paraît intéressante puisque l'internaute nous dit voilà, vous avez parlé de l'érosion des blocs catholiques et communistes. Est-ce que vous voyez naître un bloc musulman homogène sur le plan politique? Alors, déjà, on a essayé de répondre sur le poids quantitatif de cette population qui doit être relativisé parce qu'il y a… Là, on est plutôt sur l'organisation politique. Voilà. Alors, politiquement, on est sur un vote qui est majoritairement de gauche aujourd'hui, depuis un moment dans cet électorat-là, mais qui est loin d'être homogène. On a aussi, on l'a vu, et ça a été parfois pointé du doigt. Gauche ou extrême gauche? Les deux. Mais on a aussi une partie de cet électorat qui s'est retrouvé, par exemple, dans un vote de centre droit. Alors c'était clin d'œil historique lors de l'élection présidentielle de 2007, quand François Bayrou fait une belle campagne et qu'il le mène à 18% des voix, il obtient 15 à 20% des voix chez les musulmans. Et donc c'était un candidat qui était héritier de la démocratie chrétienne, qui capte 15 à 20% de l'électorat musulman, mais ça peut se comprendre sur un certain rapport à la laïcité, sur la mise en avant de valeurs humanistes, etc., etc. Donc, il y a un tropisme historique et sociologique de l'électorat musulman en faveur de la gauche. Quand je dis historique, c'est les partis qui ont été les plus en pointe dans les combats contre au moment de la décolonisation, pas contre, mais en faveur de la décolonisation, ceux qui se sont mobilisés contre le racisme, etc., tout ça venait de la gauche. Et donc, il y a ce lien historique qui est fait. C'est un lien sociologique aussi, avec historiquement un électorat musulman qui se recrute d'abord dans les milieux défavorisés, employés ouvriers, qui sociologiquement penchent plus à gauche. Mais on a aussi, sur le plan des mœurs, par exemple, une partie de cet électorat musulman pratiquants traditionnels qu'on pourrait comparer à ce qui se passe dans certains courants de la communauté juive ou du monde catholique qui sont sur le plan des valeurs familiales, sur le plan de la morale personnelle, sur des positions qui seraient plus conservatrices et qui seraient plus de droite. Donc, il y a plutôt un tropisme de gauche, aussi un écho à l'extrême gauche pour certains, mais c'est quand même assez divers. Et c'est loin d'être complètement homogène. On rappellera quand même que, je parlais des catholiques tout à l'heure comme bloc constitué,
en tant que système de croyance, mais on a toujours eu des cathos de gauche, même si la majorité penchait plutôt à droite. Et la question des listes communautaires, alors, ça, peut-être était dans cette… alors ça a été beaucoup… on en a vu au municipal, mais finalement… ça a été assez peu. On avait aussi… alors, il y a des coups de com' là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des partis, des entrepreneurs politiques, comme on les appelle, qui essayent de jouer là-dessus, mais on voit bien que tout ça ne prend pas… C'est une double question en réalité. C'est bien sûr ces listes communautaires, et puis de l'autre côté, pendant c'est le clientélisme aussi. Alors, moi, je crois beaucoup plus à ça, à regarder, observer, analyser, que l'émergence de partis musulmans stricto sensu identifiés comme tels. Alors, on a un autre internaute qui veut vous demander comment va évoluer l'archipel dans les années à venir. Est-ce qu'il y aura plus de petites îles ou moins d'îles, mais bien plus grandes? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce n'est pas facile à pronostiquer, à diagnostiquer. On ne voit pas à ce stade d'éléments qui permettraient une coagulation et qui jouerait un peu comme un espèce de ciment unificateur se dessiner. Ce qui était très efficace dans le système que nous avons quitté, c'était cette opposition bloc à bloc qui forçait à quelque part souder les rangs dans un camp comme dans l'autre. Je m'interroge beaucoup, par exemple, sur le fait de savoir si ce qui se passe autour de l'écologie ne s'apparenterait pas, voilà, ne s'apparenterait pas à l'émergence d'une nouvelle matrice avec sa vision du monde, avec sa croyance. On pourrait même pousser le bouchon un peu loin en disant est-ce que ce n'est pas une espèce de nouvelle religion séculière? Vous voyez qu'ils sont eux aussi à cheval sur l'alimentaire, par exemple. Donc, je vais prendre à dessein les catholiques. On est avec les gens du CRIF ce soir, mais on pourrait dire qu'un écolo qui se respecte, c'est un catholique qui fait carême toute l'année, en fait, en mangeant vegan ou en mangeant pas de viande. Donc, blague à part, donc on voit qu'il y a quand même un système de valeurs très très fort. Les sociologues des religions parlent d'une orthopraxie, c'est-à-dire des consignes qui doivent être répétées. Et pour autant, pour que cette matrice écologique ait toute la puissance qu'ont pu avoir d'autres matrices dans le monde, dans l'histoire, il faudrait qu'elle s'oppose à une autre matrice qui lui fasse pièce. Et je ne vois pas à date la matrice anti-écolo. Il y en a qui vont dire… il y avait Trump, on peut dire. Trump chez eux, mais chez nous… Chez nous, on court plutôt derrière l'écologie voilà, pour essayer de capter l'électorat. Mais on aura plutôt des degrés de verditude, en fait, dans le nuancier, plutôt qu'une opposition frontale, en disant, bah, nous, ce sera diesel, beefsteak tous les jours. On n'a pas ça de manière structurée aujourd'hui en France. Donc, on ne voit pas, pour l'instant, les grands courants qui pourraient permettre de clarifier le paysage. Alors justement, puisqu'on parle de courants, j'ai une autre question qui vous demande y a-t-il des courants de pensée particularistes qui assument cette désagrégation de la communauté nationale? Alors, il y a à mon avis, il y a deux niveaux d'analyse ou deux niveaux de réponse. Est-ce que on a des responsables politiques qui partagent cette idée d'une archipélisation? Et donc là, je peux s'appuyer sur des propos, par exemple, qui avaient été tenus par un ancien ministre de l'Intérieur, M. Gérard Collomb, quand il est parti de la place Beauvau, qui a dit « Aujourd'hui, les Français vivent côte à côte. J'ai peur que demain, ils ne vivent face à face. » Donc, on était quand même là sur une vision qui ressemblait un petit peu à ce que j'essaie de décrire. Emmanuel Macron, au Congrès des maires en 2019, déclare « Je ne me résoudrai jamais à ce que la France devienne un archipel ». Donc, c'est bon, voilà, il y a ces éléments de fragmentation, et je vais tout faire pour aller contre. Et puis, il y a un deuxième niveau de réponse à la question, c'est est-ce qu'on a des leaders politiques ou des courants qui disent nous, on assume pleinement de n'être les représentants que de telle ou telle île de l'archipel. Donc là, je laisserai le choix à chacun de regarder si, dans le paysage politique actuel, on a des gens qui
qui se positionne comme ça. Quelque part, quand on défend, alors tout le monde vous dit qu'il va se battre pour l'intérêt général, mais on se bat d'abord pour un camp, on se bat d'abord pour des convictions. Donc, oui, il y a des candidats, mais c'est assez classique dans le jeu politique, qui parlent plutôt à tel groupe qu'à d'autres. J'ai Sybille qui veut vous entendre sur le complotisme et qui vous demande quelle est votre analyse du phénomène de complotisme qui semble s'être aggravé avec la pandémie. Alors, elle voudrait savoir quelle en est l'ampleur, est-ce que vous avez essayé de le quantifier, quelles sont les tendances exactes et comment protéger la communauté nationale et puis la communauté juive aussi, parce qu'elle est souvent victime de ce complotisme. Alors, la communauté juive l'a vécu, expérimenté depuis très longtemps, hein, donc ce n'est pas complètement nouveau, oui, le complotisme. Maintenant, plusieurs remarques. La première, attention, je suis toujours, alors on l'emploie, nous, à l'IFOP aussi, hein, on a été les premiers à faire des études là-dessus, je suis toujours mal à l'aise avec ce terme de complotisme, un peu comme, j'ai un peu le même réflexe de précaution qu'avec l'emploi du terme populisme. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ça devienne une arme de disqualification massive de l'adversaire. Voilà, vous êtes populiste, ça veut dire que vous êtes démago, etc. Et vous êtes complotiste, c'est vous n'avez pas le niveau intellectuel requis, etc. Donc il faut être. Bon, il y a des thèses qui sont délirantes, il y en a d'autres qui peuvent se regarder, c'est-à-dire qui est-ce qui est l'arbitre des élégances. On peut dire c'est la science, etc. Certes. Donc je referme cette parenthèse méthodologique pour faire quand même attention. Je vous parlais donc de ces enquêtes que l'IFOP a pu mener avec la Fondation Jean Jaurès. Donc là, pour le coup, on était dans l'expérimental et donc on avait pris une dizaine de théories du complot, mais dont on peut objectivement penser qu'elles étaient estampillées complot véritable, hein, c'est-à-dire la Terre est plate, on n'est jamais allé sur la Lune, les Américains ont inventé le sida, etc., etc. Donc il y en avait une dizaine comme ça. Et on a regardé la proportion de Français qui adhéraient au moins à 5 ou 6 de ces 10 thèses. Hein, ce n'est pas une ou deux, c'est 5 ou 6. C'est un quart de la population française. Donc, on a un quart de la population française qui campe dans cette vision alternative. Est-ce que c'est grave, docteur? Quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays occidentaux, on est à peu près dans les mêmes épures. Quand on regarde ce qui s'est passé lors de la dernière élection présidentielle américaine, plus grande démocratie du monde, on peut se consoler un petit peu en France. Mais c'est quand même un quart de la population. Quand on regarde le profil de ces gens, ils se recrutent plutôt aux deux extrêmes politiques, beaucoup aussi chez les abstentionnistes, plus préférentiellement dans les milieux populaires et chez les jeunes. Alors, il y a plein de raisons à tout ça. Chez les jeunes, il y a plusieurs raisons qui peuvent être invoquées. La première, c'est le rôle absolument central des réseaux sociaux dans la diffusion de ces genres de thèses. Avec, on le sait dans d'autres enquêtes, une pratique d'information, et Vincent le sait aussi en tant qu'homme de presse, un rapport aux médias traditionnels qui a complètement évolué en fonction des générations, et donc des jeunes générations qui n'ont plus du tout ces habitudes. Pour ce qui est des milieux populaires, c'est un phénomène qui est un peu plus classique. On va avoir une posture de défiance qui est plus répandue dans les catégories qui sont plutôt défavorisées, en disant, voilà, si quelque part je ne suis pas à la place où je devrais être, c'est peut-être parce qu'il y a des mécanismes qui ont fait que je ne l'étais pas. Et ça m'amène sur une autre piste. Vous vous souvenez, il y avait une série très connue, une série télévisée qui s'appelait X-Files, et dont le slogan était « La vérité est ailleurs ». Pour moi, le complotisme, c'est ça. C'est-à-dire, tout ce qu'on me raconte et qui vient d'en haut, je le mets de côté parce que je sais qu'il faut aller derrière le décor pour approcher la réalité. Et donc, c'est ça qui nous avait beaucoup intéressé dans l'enquête qu'on avait menée, c'est-à-dire que les mêmes personnes, on voyait par exemple que la proportion de gens qui adhéraient à un certain nombre de thèses complotistes était significativement plus élevée chez les personnes qui croyaient à l'astrologie. Et donc, en disant, il y a un système d'explication du monde, il y a des causalités
qui ne sont pas celles de la science, ou en tout cas qui ne sont pas celles qu'on veut bien nous raconter. Et donc, il faut que moi, j'aille faire ma propre enquête. Donc, c'est pour ça qu'on retombe de nouveau sur les réseaux sociaux. Vous avez des gens qui disent moi, je crois plus à quelqu'un qui n'a aucun titre universitaire, mais qui a fait sa propre enquête sur le Covid, qu'à des grands professeurs de médecine qui s'expriment et qui ont tribune ouverte dans le Figaro, parce que eux, quelque part, ils font partie d'un système, ils font partie de la caste. Et donc, voilà. Il y a un côté très viral dans ces thèses du complot. Vous savez, c'est une des expressions qui revient le plus, c'est faites tourner, vous transmettez. C'est-à-dire, en allant faire vos propres recherches sur tel ou tel phénomène, vous êtes tombé sur un site qui vous semble crédible, parce que justement, la personne n'appartient à aucune organisation connue. Et donc, vous allez vous empresser, la partager à vos proches en disant « je vous donne accès à une connaissance alternative ». Donc, c'est un mot, un mal, excusez-moi, qui fait partie des mots de la société moderne et avec lesquels il va falloir compter à l'avenir. Alors, on vous demande également si des réformes constitutionnelles du type référendum d'initiative citoyenne ou proportionnelle, donc la proportionnelle, peuvent apporter une réponse à cette archipélisation. Alors, j'évoque ces deux pistes dans la conclusion de mon livre. C'est donc quelqu'un qui a dû vous lire. Non? Voilà. Et je vais vous dévoiler un scoop qui était un petit scoop, mais c'est une conclusion qui a été en partie rédigée j'allais dire, à la demande insistante de l'éditeur, parce que Vincent parlait de mes travaux tout à l'heure. Moi, souvent, je me borne, j'ai le boulot le plus facile, au diagnostic. Je ne suis pas dans la posologie, c'est toujours un peu plus compliqué. Et on le voit avec le Covid d'ailleurs. Et donc, oui, sans doute que notre système majoritaire à deux tours pose des problèmes majeurs dans une société qui est complètement archipélisée. La distance très forte qui s'est creusée entre le haut et le bas de la société française, qui donc avec un espace qui s'est libéré notamment pour les thèses complotistes, peut être en partie comblée par un recours plus fréquent au référendum. Maintenant, attention, tout ça est bel et bon, mais ce ne sont que des réponses techniques. Vous savez, beaucoup ne jurent que par la démocratie participative ou les consultations citoyennes. Bon, les études montrent que les gens qui pétitionnent, les gens qui vont dans les forums, etc., sont déjà ceux qui vont voter. C'est-à-dire qu'on multiplie les dispositifs, mais ça ne permettra pas forcément de raccrocher ou de faire remonter à bord tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont dit « tout ça, c'est plus pour nous, on ne joue plus ». On a parlé des prénoms. On a parlé des prénoms et on nous demande si le choix du prénom peut être un obstacle à l'intégration. Parce qu'on a connu cette polémique. Oui, bien sûr. Vous pensez bien que c'est à ça que ça fait référence. Alors, c'est une question qui est très, très sensible. Et on voit bien dans les histoires familiales, souvent on donne un prénom qui rattache l'enfant à une lignée, un héritage, son grand-père, sa grand-mère, à une région, à une culture, à une religion. Et donc, il faut manier ça avec grande précaution. Je pense qu'on peut tout à fait réussir l'intégration avec des prénoms différents, avec des prénoms très, très hétérogènes. La question qui se pose est un peu différente si on parle d'assimilation. Et là, on tombe sur le vieil adage « à Rome, fait comme les Romains ». Et donc, là aussi, ça passait par le choix de prénoms. Alors, tout ça ne s'est pas fait dans la joie et la bonne humeur. Je parlais des prénoms corses ou des prénoms bretons. Ça se faisait au chausse-pied. C'est-à-dire que dans les régions à fort particularisme régional, c'était, sur la formule consacrée, interdit de cracher par terre et de parler breton dans la cour d'école. Et les prénoms bretons, basques, catalans, corses, étaient rigoureusement proscrits. Tout ça appartenait à une époque où, ce qu'on disait tout à l'heure, l'autonomisation de l'individu n'était pas du tout aussi avancée qu'aujourd'hui. Et donc, il y avait tous ces cadres
extrêmement rigides, mais qui avaient quand même une certaine efficacité puisqu'ils ont produit ce phénomène-là. Et donc, aujourd'hui, la question qui est posée, c'est celle de l'assimilation, hein, qui, voilà, on voit que ça ne se pose pas dans les mêmes termes. Alors, comme c'est un sujet qui est éminemment sensible, on rappelle dans le livre que les 3 premières victimes de Mohamed Merah, avant les enfants et les professeurs de l'école Ozar Hatorah de Toulouse, ont des prénoms musulmans. Que le policier qui est mort devant Charlie s'appelait Ahmed Merabet, et qu'à peu près 10% des soldats français qui sont tombés en Afghanistan en combattant les talibans portaient aussi ce type de prénom. Donc il y a beaucoup de Français qui aujourd'hui peuvent parfois donner des leçons de patriotisme un peu hâtives et qui n'ont pas payé le prix du sang que ces gens ont payé. Donc c'est une question qui est éminemment complexe, mais force est de constater que ça illustre le fait que le moule assimilationniste sur lequel la France a fonctionné, et là encore, il ne s'agit pas d'idéaliser parce que c'était souvent douloureux, aujourd'hui ne fonctionne plus comme il a fonctionné. Et on est quasiment arrivé au terme de cet entretien très intéressant. Alors, juste comme ça, je vous lis 2, 3 autres questions que j'ai, vous risquez de répondre en bloc, parce qu'on avait envie de vous entendre parler de génération identitaire. On avait envie de vous entendre parler du racisme anti-blanc. Alors peut-être en quelques mots comme ça, ça sera un petit peu la conclusion. Oui, alors, ensuite, on aura la parole à… Alors, génération identitaire, de mon point de vue, ça illustre un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'affrontement entre 2 visions du monde. D'un côté, la République en marche et de l'autre côté, le Rassemblement national, avec au cœur la question de la frontière. Pour moi, c'est très, très intéressant ce qui se passe dans cette crise du Covid, c'est que dès le début, Marine Le Pen a dit il faut fermer les frontières, et donc on est sur la notion d'une frontière protectrice, une membrane filtrante. Quand le macronisme, qui, on va le dire comme ça, a une réalité idéologique assez adaptable et assez fluctuante, il y a quand même un invariant, c'est la libre circulation par-delà les frontières. Et donc, jusqu'à une date très récente, ça fait bientôt 1 an qu'on est sous Covid, la dernière digue qui a tenu idéologiquement En Marche, c'était il faut laisser les frontières ouvertes. Vous avez vu la mobilisation pour les frontaliers en Moselle, et on a fermé 2 jours la frontière avec la Grande-Bretagne au moment du fameux variant anglais. Et donc, quand Génération Identitaire va déployer ses banderoles et ses militants sur des cols enneigés des Pyrénées, le ministre de l'Intérieur dit « J'ai été scandalisé », comme s'il y avait un tabou qui avait été violé ou un blasphème. On peut penser ce qu'on veut de Génération Identitaire, et c'est pas moi qui les défendrai, mais ils font ni plus ni moins que de reprendre des méthodes d'agit-prop très classiques qui sont utilisées par Greenpeace, par les Femen, sans que ces organisations n'aient été appelées à se dissoudre. Voilà. Et donc, derrière tout ça, il y a aussi bien évidemment une communication politique, il y a de l'idéologie, j'ai dit le rapport à la frontière, il y a une communication politique, c'est-à-dire je ferme la mosquée de Pantin et je ferme et je dissous Génération Identitaire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour reprendre la formule chère à Alain Minc, tous les gens qui se reconnaissent dans le cercle de la raison et qui veulent éloigner les gens trop radicaux n'ont qu'une seule alternative, c'est celle de se rallier au pouvoir en place. Maintenant, pour ce qui est du racisme anti-blanc, on a parlé tout à l'heure de l'alien intérieur, on est sur une réalité dans la société française, donc il faut approcher l'ampleur, mais qui, pendant très longtemps, n'a pas eu droit de citer parce qu'elle contrevenait à une idéologie dominante. Mais donc là aussi, il faut regarder les choses en face. Est-ce que je peux… Un mot, oui, bien sûr, un mot, Vincent, bien sûr. Une dernière question, c'est le racisme anti-blanc qui m'y amène. Il y a un phénomène qui est très important sur le plan médiatique, qui vient des États-Unis, qui est parti de France par la French Theory et qui revient des États-Unis, et qui fait de la race, du genre et de l'identité le cœur de la pensée des sciences sociales, et qui arrive à des extrémités un peu ridicules, comme un personnage comme Monsieur Patate que l'on doit dégenrer, ce personnage de Toy Story, ou à des querelles plus fondamentales, comme il y en a eu sur l'islamo-gauchisme à l'université. Est-ce que ces phénomènes, selon vous, s'apparentent à une bulle médiatique, ou
traverse vraiment la société française? Est-ce que les Français s'interrogent sur ces trois questions de race, de genre et d'identité, comme ont l'air de le dire ces sociologues? Alors, sur la question du genre, alors le genre, il y a différentes choses. Hein. Il y a est-ce que c'est un construit social, etc. Et puis, il y a un truc qui est plus classique, c'est les inégalités hommes-femmes. Et donc ça vient de loin, et ça s'est installé dans la société. On était sur la répartition des tâches à la maison, on était sur les inégalités de salaire, on était sur l'accès à certaines professions. Avec MeToo et d'autres affaires de ce genre, on passe sur un autre registre qui est celui de ce qu'ils appellent la culture du viol, etc., etc. Et donc ça a un véritable écho dans toute une partie de la société. Pour ce qui est des questions, entre guillemets, de race ou d'ethnie, on parlait de racisme anti-blanc ou autre, ça ne peut que monter en puissance à partir du moment où nous sommes entrés dans une société multiculturelle. C'est-à-dire que quand on a une société qui était, on va le dire comme ça, ethniquement relativement homogène, ce n'était pas un sujet. Là, par la force des choses, ça va le devenir. Certains pour parler de discrimination, d'autres pour parler d'équilibre démographique dans tel ou tel quartier. Donc, tout ça travaille la société française de manière incontestable et ça va monter en puissance. Maintenant, une autre question est de savoir si l'idéologie qu'il y a derrière et la grille de lecture est appropriée par les Français. Alors là, je vous renvoie, et je fais un peu de teasing, à magazine L'Express qui va sortir un numéro cette semaine sur ce qu'on appelle la culture woke. Woke en anglais, c'est ceux qui sont éveillés aux discriminations. Donc voilà, donc ça nous vient tout droit des campus américains. Et on a voulu voir avec l'Express, à la demande de l'Express, quelle était la notoriété d'un certain nombre de ces thématiques, de ces concepts. Alors, je vous livre pêle-mêle la culture du viol, l'intersectionnalité des luttes, les personnes racisées, etc., l'écriture inclusive. Donc, on a demandé aux Français, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces notions? Si oui, est-ce que vous comprenez de quoi ça parle ou pas? Et ensuite, pour ceux qui connaissent, est-ce que vous avez le sentiment que ça correspond ou pas à une réalité dans la société française? Et donc, on voit qu'en fonction des thèmes, du caractère plus ou moins jargonneux des concepts, parce que la cancel culture, ça arrive tout en bas de notre tableau. En revanche, l'écriture inclusive, voilà. Donc, il y a deux notions. Il y a l'antériorité de ce débat. L'écriture inclusive, c'est quand même, ça commence à dater un petit peu, donc ça diffuse, ça infuse petit à petit dans la société. Et puis, le côté plus ou moins abordable du concept. Derrière ça, on se rend compte qu'on a un double clivage. Un clivage en termes de niveau de diplôme qui est majeur, c'est-à-dire que toute la France qui a des niveaux de diplôme inférieurs à Bac+2 est complètement imperméable pour l'instant, ne s'est pas du tout passionné ou intéressé, ou n'a même pas été sensibilisé à ces concepts. Ils sont plus présents dans la France la plus diplômée, celle qui s'informe davantage. Donc, on est quand même, vous parliez d'une bulle, Vincent, on est un peu quand même là-dessus quand même. Et on a un deuxième paramètre qui joue beaucoup, c'est le phénomène, l'effet d'âge. C'est-à-dire que plus les sondés sont jeunes, plus en général, ils ont entendu parler de ces concepts. Donc là, on voit bien le rôle ou l'influence que ça peut avoir à l'université, puisque par définition, les plus jeunes sont ceux qui sont sortis depuis le moins longtemps de l'université. Et c'est aussi pour nous un symptôme assez classique d'un phénomène émergent, c'est-à-dire quand il est marginal chez les plus âgés et assez toute proportion gardée, présent dans les générations les plus jeunes, on peut diagnostiquer quelque chose qui va émerger. Donc, c'est un point zéro, cette enquête, et qui nous montre que, pour l'instant, ça ne touche que certains milieux en tant que concept, mais en tant que sensibilité, un certain nombre de ces sujets-là, notamment sur la question des inégalités ou des rapports hommes-femmes, c'est quelque chose qui commence à infuser davantage dans les sociétés. Bien, mais il me reste à vous remercier, Jérôme Fourquet, pour cet entretien très intéressant, pour la qualité des réponses que vous avez apportées à nous tous, aux internautes et puis à nous-mêmes.
Merci, cher Vincent Trévollet, pour la pertinence de vos questions. Je crois que ça a permis aussi un échange fluide. Et merci aux amis du CRIF qui nous ont suivis ce soir et à qui je donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel entretien. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. On est coupé.